laisser ma place. Jess, c'est mon tour maintenant. Casse-toi. Allez. Oh, tu veux pas, hein? Oh là 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 là. Ouf. Non? T'es fâché au point de te barrer ou tu restes? Qu'est-ce que tu fais? Ok. Non? Ouais, décide-toi. Ok, tu restes. Bonjour à tous, c'est Mélissa Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Et en fait, comme j'ai lu pas mal de livres depuis la dernière vidéo, pour les dernières lectures aussi de mon Pumpkin Autumn Challenge qu'il faut que je vous présente. Donc du coup on va plutôt commencer par ça. Moi je vous tourne la vidéo, nous sommes le 19 décembre. Comme vous le savez, j'ai décidé de faire le pumpkin sur la vraie période de l'automne, à savoir du 21-22 septembre au 21-22 décembre. Là j'ai encore une lecture en cours mais je l'aurai pas finie. Donc voilà, on s'arrêtera là sur les lectures du pumpkin. Comme vous le voyez, j'ai un invité qui me gêne dans ma mobilité. Je sais pas s'il va rester tout du long, mais... Comme dans la dernière vidéo, je vais vous reprendre les livres, donc les nouveaux, hein, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans mon carnet. Donc, à savoir pour le menu automne frissonnant et la sous-catégorie Gargare à la main de la gloire. Je l'avais déjà validé, mais j'ai rajouté une autre lecture. J'ai lu Ici se cachent les monstres de Amélinda Bérubé, que j'ai reçu grâce à mon partenariat avec les éditions du Chat Noir, que je remercie beaucoup. C'est un livre qui correspond tellement à la période et tellement d'ailleurs à ce sous-menu, puisque d'ailleurs les mots-clés derrière c'est horreur, lien fraternel et harcèlement scolaire. Je vais vous faire un petit pitch très brièvement. Sky, 16 ans, emménage avec ses parents et sa petite sœur dans une nouvelle ville très très loin de son ancienne ville, où elle décide de reprendre sa vie à zéro, et reprendre sa vie à zéro ça nécessite, pour elle en tout cas, de s'éloigner de sa petite sœur. Déjà ça y est, elles sont enfin dans des écoles séparées, donc Sky parvient à échapper au regard qu'on pose sur elle à cause de sa petite sœur. Pendant toute sa scolarité on l'a regardée de travers parce que sa petite sœur était étrange, parce qu'elle est dans son monde, elle a des comportements bizarres, elle s'habille bizarrement, voilà, elle est différente. Et donc si dans sa vie précédente Sky était vraiment la protectrice de sa petite sœur et intervenait auprès d'elle, elle a décidé petit à petit de s'en éloigner pour se protéger en fait et essayer de vivre une adolescence normale. Et un jour, Deirdre, sa petite sœur, disparaît dans des circonstances assez mystérieuses. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que on reste pendant assez longtemps avec une incertitude sur cette disparition. Alors compte tenu de la maison d'édition et de la ligne éditoriale, je me doutais bien qu'il y avait une partie fantasy dedans, mais c'est vrai que pendant longtemps on se demande si ça va pas être du fantastique, et l'autrice nous laisse penser que bah voilà, que Sky est étrange, et on peut se demander qu'est-ce qui tient vraiment du réel et de l'imaginaire, qu'est-ce qui tient de peut-être la culpabilité, des rêves, des cauchemars, et qu'est-ce qui s'ancre réellement dans le réel. C'est pas un coup de cœur cette lecture, mais c'est une de celles du Chat Noir qui m'a le plus plu je pense jusque là. Je trouve que le personnage principal est suffisamment fouillé par rapport à d'autres qui restent assez en surface. Je trouve que l'aspect mystère, suspense, horreur est assez bien dosé, que tout est plutôt bien amené. J'ai beaucoup aimé cette petite sœur un petit peu... ouais, je vais pas dire folle, mais vraiment très particulière, qui a ses propres jeux et qui pousse ses jeux tellement loin qu'elle finit par créer des mondes imaginaires réels dans lesquels elle fuit la réalité. J'ai beaucoup aimé le peu qu'on voit des parents, mais qui... c'est extrêmement touchant. Franchement, ouais, je trouve que la construction et l'évolution de Deirdre, de Sky du coup, dans ce lien qu'elle a avec sa sœur, d'une certaine façon je me suis un peu reconnue parfois, donc voilà, ça m'a touchée. J'ai un peu, voilà, parfois j'étais pas très bien. Il y a un petit côté un tout petit peu gore, pas trop, mais un petit peu quand même, donc ça peut, enfin voilà, faut le savoir. Mais voilà, très... Oula, tu me fais ma toilette? Voilà, très bonne lecture que je suis très contente d'avoir faite, sachant que, encore une fois, il y a à chaque fois un beau travail sur la partie éditoriale, avec une couve juste sublime. Donc voilà, franchement, pour votre prochain pumpkin, du coup, parce que là c'est un peu tard, bah, je vous le recommande. Dans le même menu, mais cette fois dans la sous-catégorie le folklore de Chipenden, j'ai lu Half Wild, donc le tome 2 de Half Bad de Sally Green. Ça faisait longtemps que j'avais lu le tome 1, que j'avais vraiment adoré. J'ai trouvé pour le coup original d'avoir un héros garçon
en young adulte parce que j'étais passée par une phase où je lisais à l'époque énormément de young adulte avec une jeune femme en héroïne, et donc là ça m'a fait du bien, ça donne un petit coup d'air frais. Sans compter que j'aime beaucoup l'univers qu'a créé Sally Green dans celui-ci. Sally Green, c'est aussi elle qui a écrit le deuxième tome, c'est Demon's World, le premier c'est les chasseurs de... comment ça s'appelle? J'ai perdu son nom. Bon, j'ai perdu son nom, mais il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il est paru aux éditions. J'ai tout oublié les infos. Bref, il est paru en français assez récemment. Il a beaucoup plu. Le tome 2 est sorti assez récemment aussi. Donc voilà, c'est la même autrice. Et j'ai aimé l'univers qu'elle a créé dans les deux cas de figure. Celui-ci est vraiment super sympa. J'étais contente de retrouver le personnage de Nathan. Alors j'ai eu un peu plus de mal à rentrer dans ce tome-ci, je pense, que dans l'autre, parce que alors déjà je l'avais commencé en parallèle d'une lecture commune. Ensuite j'ai eu du mal parce que les premiers chapitres sont quand même assez étranges. Nathan est très isolé. Il a fallu que je remette tous les wagons dans le bon ordre avant de continuer ma lecture. Ça aussi c'était pas évident parce qu'il n'y a pas de rappel beaucoup de ce qui s'est passé dans les tomes précédents. Mais j'ai bien aimé les retrouvailles de Nathan, le plan qu'il met en œuvre pour retrouver la fille dont il est amoureux. J'ai beaucoup aimé sa relation avec Gabriel. Gabriel qui, on le sent très vite, très amoureux de lui, c'était déjà le cas dans le tome précédent. J'ai aimé aussi la relation qu'il a avec son père, les choses qu'il essaie de créer, les choses qu'il essaie de comprendre. Il y a pas mal d'actions encore une fois dans ce tome-ci, ça se termine d'une façon assez terrible, je dois le dire, assez dure, et du coup je suis très curieuse de ce qui va se passer dans le tome suivant que j'ai acheté, qui est d'ailleurs il me semble plus court que cela. Je vais pas vous faire l'affront de vous dire que je vais le lire rapidement parce que c'est ce que j'avais dit à la fin du tome 1 et nous voici bien 2 ans et demi plus tard je crois, donc voilà, je vais pas refaire la même chose, mais ça m'a beaucoup plu. Je sais que Mélo n'a pas du tout accroché au tome 1, c'est normal, il y a quelques clichés du young adulte dedans, ouais voilà, il y a quelques clichés je pense, c'est pas non plus extrêmement fouillé, extrêmement profond, mais reste que je trouve que c'est du très bon young adulte. C'est une saga qui est assez connue et c'est vous qui me l'aviez recommandée, donc je pense que vous êtes plusieurs à la connaître. Mais voilà, je reste sur mon avis après le tome 1, j'ai bien aimé et je terminerai cette trilogie avec beaucoup de plaisir. Dans la sous-catégorie Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent je ne sais plus quoi, c'est toujours trop compliqué pour moi. J'ai rajouté une dernière lecture qui est une BD qui n'était pas dans ma palle initiale, mais il s'agit de La commode au tiroir de couleurs qui rentre extrêmement bien dans Parcours initiatique jeunesse famille. J'ai déjà lu le roman, on vous a fait une comparaison avec Mélo parce qu'on a adoré ce roman. Ça parle des liens familiaux, ça parle des racines, de l'immigration, de l'identité aussi de la femme, les différentes identités qu'on peut avoir en tant que femme. J'ai trouvé ça extrêmement touchant. J'ai été beaucoup moins touchée par la mise en forme BD malheureusement. Certes, ça rend peut-être l'histoire plus abordable. Après, le roman, il fait quoi? Il fait 210 pages, même pas, et c'est 210 pages de Gallimard littérature blanche, quoi. Donc c'est écrit avec des marges monstrueuses. Enfin bref, vraiment, allez-y, lisez-le, parce que en termes de développement psychologique des personnages, il y en a... Enfin, surtout le personnage principal, du coup, qui est Rita, il me semble. C'est ça. Pour résumer brièvement, Rita... laisse à sa petite fille Nina, je crois qu'elle s'appelle, une commode avec différents tiroirs, et dans chacun de ces tiroirs il y a un élément qui a compté dans sa vie et qui a marqué un tournant, et elle explique dans une lettre les différents quelles sont ces choses que ça a apporté à sa vie, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça représente, et c'est superbe, c'est magnifique, c'est très beau, donc voilà. Comme je vous le disais, le traitement du personnage principal, Rita, est beaucoup plus marqué forcément dans le roman. Maintenant, les planches ici restent très belles, sublimes, même si je les trouve parfois un petit peu minimalistes. Il n'y a pas énormément de texte, mais elles sont toutes très belle. Si vous voulez quelque chose de plus court que le roman, allez sur la BD, mais je vous recommande quand même de lire le roman parce que pour la taille qu'il fait, honnêtement, vous aurez quand même beaucoup plus d'éléments et ce sera
plus intéressant je trouve à lire. Toujours dans le menu automne douceur de vivre, cette fois dans Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, j'ai lu... Non! Comment je vais faire pour récupérer celui-là? J'ai lu Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau. C'est un roman, pas du tout. C'est un livre de développement personnel que m'a offert Mélo pendant notre swap au mois de mai pour mon anniversaire. Et je lui suis extrêmement reconnaissante d'avoir choisi celui-ci. De me l'avoir offert, d'avoir pensé à moi d'ailleurs au moment de me l'offrir. Je n'avais jamais lu aucun des livres de Fabien Olicard. Je sais qu'il a écrit Votre cerveau est extraordinaire, un autre encore. Et puis quelque chose à bas sur les biais cognitifs et la manipulation, je crois. Je suis pas trop sûre pour être honnête. Mais celui-ci, je pense que j'en avais besoin. J'ai corné quelques pages, j'ai surligné quelques petites choses, je le relirai c'est certain. Je pense qu'il y a énormément d'informations dedans, je peux pas tout absorber, tout traiter et changer toute ma vie du jour au lendemain. Mais à la veille des fêtes, à la veille des bonnes résolutions de 2022 et... sans parler de bonnes résolutions, juste à la veille des changements qu'apporte souvent une nouvelle année et la volonté d'améliorer sa vie, de progresser, de travailler sur soi, je pense que c'est un super cadeau. Donc je sais que là c'est un peu tard parce que vous verrez sûrement cette vidéo le jour de Noël, à peu de choses près. Mais franchement, n'hésitez pas à l'offrir, à le lire, à en parler. Il y a plein de petites choses... qui sont pas forcément révolutionnaires. Alors il y a quelques petites choses qui sont pas révolutionnaires que vous avez sûrement déjà entendu parler, dont vous avez sûrement déjà entendu parler, que vous avez peut-être déjà essayé. Mais je trouve que la façon dont c'est amené, lié à des anecdotes sur sa vie, sans pour autant que ce soit full sa vie, parce que j'avais lu The Miracle Morning par Hal Herold je crois, et en fait c'était que sa vie quoi, c'était une biographie, le gars il écrivait son autobiographie. J'avais trouvé ça intéressant mais moins que celui-ci où vraiment il donne des anecdotes sous forme d'exemples pour ensuite expliquer. Alors Fabien Olicard par contre c'est quelqu'un d'assez particulier, hein. Il est je crois HPI, il y a plein de choses qui ont été compliquées pour lui dans sa vie sociale, dans sa scolarité, donc c'est pas forcément évident de vraiment se reconnaître à 200% en lui et en ses expériences, mais il y a toujours des petits éléments, il y a toujours des petites choses qui nous parlent et on se dit ah oui d'accord, ça moi aussi je l'ai vécu, comment faire pour que ça n'arrive plus, comment faire pour mieux le vivre. Et donc du coup il explique, il donne ses méthodes, il dit comment il s'en est sorti et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Il y a notamment des choses que je vais appliquer, qu'il faut que j'applique. Il y a notamment un gros traitement de ce qui est ressenti comme un échec chez l'être humain, qui est complètement biaisé par exemple, donc voilà, juste pour ça, ça vaut 10 000 fois le coup de lire ce livre. Moi de mon côté ce que j'ai beaucoup retenu et ce qu'il va falloir que je mette en place vraiment, c'est l'organisation de mon temps sous forme de stack d'énergie et non plus sous forme de to-do list. C'est bien beau de faire des to-do list et de caser ça dans son emploi du temps en disant bah voilà j'ai tant d'heures dans ma journée, sauf que lui ce qu'il explique c'est qu'en fonction des tâches qu'on a à faire, c'est pas l'énergie sous forme de temps, enfin c'est pas le temps qui importe mais l'énergie qu'on y met, c'est à dire qu'une tâche qui peut durer une demi-heure en termes d'énergie ça peut représenter 2 heures de son énergie, et l'objectif c'est pas de tout caser dans sa journée mais c'est vraiment de réussir à tout caser dans sa journée pour arriver à la fin de sa journée sans être complètement mort. Et donc ça je l'ai lu moi à un moment où très clairement j'ai beaucoup tiré sur la corde avant mes vacances. Depuis que je suis revenue je prends les choses un peu plus cool, j'essaye d'alléger un peu mes journées. L'objectif c'est de réussir à faire un marathon, c'est de tenir sur la longueur et non pas de tenir sur un sprint. Donc voilà. Et enfin le dernier livre que j'ai lu, et c'est celui d'ailleurs que je viens de terminer, je vais pas vous en parler puisque je ne saurais pas vous en parler. Voilà, je l'ai lu dans le menu Automne des mystères et la sous-catégorie Le destin perdu. Et il s'agit de Écouter nos défaites de Laurent Godet. Pourquoi je l'ai mis dans celle-ci? Parce que les mots-clés c'était temps, horloge, historique. Donc c'est ceux qui se rapportent le plus à celui-là. Dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages. Le premier et le personnage principal étant Assem Grayeb, qui est un... Il travaille pour le renseignement français en fait, notamment sur les terrains d'opération en Orient. Il va rencontrer lors d'une de ses missions une archéologue irakienne qui s'appelle Mariam. Ils vont être liés tout au long du roman, même si finalement ils ne se voient qu'une fois au début, et j'ai trouvé ça tellement beau. Et comme le dit le résumé, en contrepoint de cette rencontre, on va suivre 3 héros. Le premier étant le général Grant pendant la guerre de sécession, le deuxième étant
Hannibal marchant sur Rome, et le troisième étant Haile Selassie qui se dresse contre l'envahisseur fasciste en Éthiopie. C'est 3 personnages historiques dont je connais très peu de choses excepté le nom. Pour Hannibal c'est purement une honte d'ailleurs, quand j'ai lu les passages sur lui, c'est ceux qui m'ont, à part ceux avec Assem Grayev qui est notre personnage principal, c'est vraiment ceux qui m'ont le plus intéressé, j'ai trouvé ça superbe. Maintenant, je ne connaissais pas du tout non plus Haile Selassie ni ce qui s'était passé en Éthiopie. Donc là j'ai pu faire quelques recherches du coup et en savoir un tout petit peu plus sur l'histoire de l'Éthiopie. Le général Grant, la guerre de sécession, grosso modo, je sais à peu près comment ça s'est passé. Voilà, là on passe à travers plusieurs éléments. C'était très beau, c'était très émouvant. Maintenant je pense que je vous l'ai déjà dit en story, je ne crois pas avoir toutes les clés pour tout bien comprendre en fait, pour faire les liens que l'auteur souhaitait que l'on fasse entre ces 3 héros et l'histoire de notre personnage principal. Je pense que ce que je vais retenir vraiment c'est cette recherche de le sens, cette recherche du sens en fait. Quel est le sens de cette mission, quel est le sens de cet engagement patriotique, pourquoi aller jusqu'au bout, pourquoi dédier sa vie à ça. Je trouvais ça très beau. L'histoire qu'on va suivre donc pour Assem Grayev en fait, c'est qu'il va être envoyé sur une mission commandée par les Américains qui ont besoin qu'il se rapproche d'un de leurs anciens, je pense que c'était un GI qui a fait partie de l'opération qui a assassiné Ben Laden, je crois. Et donc cet homme-là s'est complètement retiré des États-Unis, est allé s'installer en Orient et a priori mène des petits trafics. Voilà, pas très cool. Et donc on va aussi suivre ça, ce lien qui se crée entre ces 2 personnages, tous les 2 en quête de sens. Pourquoi est-ce que l'autre a quitté l'armée américaine, le déchirement qu'il y a en fait entre des personnes qui reviennent de zones sinistrées et qui doivent d'un seul coup, ça a beaucoup marqué ce tout petit passage là où personne qui revient d'avoir commis un acte de guerre absolument monstrueux et qui revient faire la popote et va devoir acheter des yaourts dans son magasin, et cette différence qu'il y a entre ce monde sous la guerre et le monde occidental où tout va bien et où personne n'en parle et où personne n'a la moindre idée de ce qui se passe ailleurs. Voilà, ça m'a soufflé encore une fois. La plume de Laurent Godet est juste sublime. Sur les 9 romans qu'il a écrits, j'en ai lu 5. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin parce que à chaque fois ça me fait le même effet de waouh. J'apprends énormément de choses, c'est tellement fluide et subtil et documenté que voilà, je peux que vous le conseiller. Et même si, encore une fois, j'ai pas toutes les clés pour tout comprendre et tout vous en dire et tout mettre bien les liens qu'il faut en place, je pense que c'est une lecture qui apporte quand même énormément. Voilà, je voulais vous en parler très rapidement et au final je me suis un petit peu étendue. Maintenant on va passer la partie bilan. J'ai tout noté sur mon petit carnet. Chess, tu veux bien faire repose carnet? Non, ok. Alors, c'était ma première participation au Pumpkin Autumn Challenge parce que les catégories cette année m'avaient fait vraiment très envie, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Et donc du coup, j'ai quand même, dans ma palle initialement, j'avais mis 25 livres. J'en ai rajouté au fur et à mesure pour atteindre une palle de 32 livres. 32 livres, ça aurait pu être faisable puisque j'en ai lu 22. Enfin non, j'ai lu 22 livres de cette palle. Mais sur la totalité, la durée du challenge que je me suis fixée, j'ai lu 28 livres. Donc en fait, je pense que 32, ça aurait été faisable. J'ai eu des petits moments un peu down où j'ai moins lu, des moments où c'était complètement le rush et j'ai pas pu lire une ligne du tout, des moments où j'ai beaucoup lu, merci les vacances. Donc voilà, je pense que ça aurait été faisable, c'était pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Maintenant j'ai lu pas mal de BD aussi. Je suis très contente parce que 22 livres en moins dans ma pile à lire, enfin 28 du coup, ça me fait vraiment super plaisir, ça y est. Alors ça m'empêche pas d'en acheter au fur et à mesure, mais je la vois qui descend petit à petit. Je vous avoue que j'ai recompté à peu près ma palle, j'ai refait un petit tour dessus sur Insta, je vous en avais parlé je crois. Et puis là il va falloir que je m'y penche sérieusement parce que la fin d'année arrive et j'avais un objectif en 2021 de faire baisser ma pile à lire. Donc on en reparlera à ce moment-là, c'est pas tout à fait atteint, mais en tout cas ça m'a donné une bonne dynamique, c'est des livres qui me faisaient vraiment tous envie. Maintenant c'est toujours un peu pareil, sur la fin du challenge, j'ai un petit coup de moins envie en fait, voilà. C'est le fait d'être sur une durée d'une saison complète, donc 3 mois.
à la fin ça s'essouffle un peu, j'en ai un peu marre, j'ai envie de passer à autre chose. Surtout que le Pumpkin ça tombe en plein sur le démarrage du nouveau Plib. Qui dit démarrage du nouveau Plib, généralement on dit nouvelle lecture, plein de choses qui me font très envie et que je dois lire pour février maximum, en particulier dans les 25 finalistes, enfin les 25 sélectionnés pour choisir mes 5 finalistes. Donc voilà, à la fin je suis toujours un petit peu moins dedans, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lu du coup 6 livres qui ne faisaient pas partie du Pumpkin, qui sont pas forcément, enfin, ou alors que j'ai pas réussi à placer dedans. J'aurais voulu vous en parler là mais ça va faire trop long, donc je vous en parlerai plus tard en janvier, tant pis. Mais voilà, il y a parmi tous les livres que j'avais lus, il y a seulement, alors mon gros échec, même si du coup après vous avoir parlé de le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau, je devrais pas utiliser le mot échec. La problématique que j'ai, c'est que j'avais mis je crois 4 romans VO, 3 ou 4 et je n'en ai lu qu'un, donc ça c'est voilà, c'est par rapport à l'objectif que je m'étais fixé, c'est un petit peu dommage, surtout que c'est des livres que j'ai très envie de lire et qui traînent dans ma palle depuis un petit moment, voilà. Mais sinon il y a seulement 2 catégories que je n'ai pas validées. La première du coup c'est It's Just a Bunch of... non, It's Just a Bunch of Hocus Pocus, parce que je l'avais pas vu et puis une fois que je l'ai vu je savais pas quoi mettre dedans. Et la deuxième c'est dans Automne des Mystères, le cabinet de curiosité. J'avais mis 2 romans dedans, Diamant de Vincent Tassi, je l'ai commencé et c'était pas le bon moment je pense. Voilà, je l'ai commencé au mauvais moment, donc on va avec Mélo, normalement on a prévu de se lire ensemble pour se donner l'envie mutuellement, parce que là c'était pas trop le cas. Et j'avais mis aussi De l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, qui là nécessite une lecture posée, parce que c'est un assez gros ouvrage quand même s'il est très beau, illustré par Benjamin Lacombe. Mais voilà, ça va me demander un petit peu de temps et j'ai pas pris ce temps là à ce moment là. Mais sinon je suis très contente de mon challenge. Je verrai l'année prochaine si j'ai envie de me relancer dedans. Je verrai aussi si je me lance dans un challenge saisonnier autre que le Sweetie Gourmet Challenge, puisqu'on vous l'a dit, on le renouvellera l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas le Cold Winter Challenge, je ne commencerai pas le Cold Winter Challenge en décembre. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les catégories ne me font pas envie alors qu'elles m'avaient bien plu l'année dernière. La deuxième, c'est qu'en fait je suis assez dégoûtée du fait que ça devienne commercial à peine 1 an après la reprise du challenge. Je trouve que c'est trop tôt. Que Gimose commence à commercialiser quelque chose autour de son challenge du Pumpkin. Voilà, ça fait des années qu'elle l'a lancé, des années c'est son bébé, c'est quelque chose qu'elle a créé, c'est une communauté qu'elle a créée qui s'est rassemblée autour de son challenge. Pour moi c'est légitime. Là en l'occurrence, je sais pas, pour moi c'est trop tôt, il y a quelque chose qui colle pas, je suis pas convaincue. Je trouve que c'est un peu utiliser une communauté qui a été créée et maintenue dans un certain état d'esprit pour quelque chose d'autre, et du coup j'adhère pas du tout à cette idée, donc rien que pour ça, ça m'a pas donné envie de participer. Et la troisième raison, qui n'est pas des moindres non plus, c'est que j'ai envie de me focaliser sur les lectures du Plib à partir de maintenant. Je me suis dotée une dizaine de titres pour le Plib que j'ai très envie de lire avant la phase de sélection des finalistes, donc il faut que je me lance un peu dessus et que j'avance. Je me suis fait moi une petite palle que j'ai vite fait présenter sur Insta, qui est ma palle des lectures qui me font envie en ce moment, donc c'est mes relectures. Dedans notamment il y a une relecture que j'aurais dû faire ici, donc Harry Potter et la coupe de feu que j'ai commencé, donc qui est ma deuxième lecture en cours de cette fin de challenge que je ne finirai pas dans les temps. Le combat de l'épouvanteur que je voulais quand même lire pour le folklore de Chip 'n Dale parce que ça me paraissait tout à fait approprié, que je n'ai pas lu, et la suite de La quête des Willan, donc le 3e tome. Donc j'ai oublié le nom mais c'est pas grave. Donc voilà, c'est ma pile relecture, et puis je me suis fait une petite pile Plib, voilà, spécifique Plib pour avancer dedans. Je viens tout juste de la commencer avec L'Arpenteuse de rêve de Estelle Faye, c'est tout début et j'aime déjà beaucoup. J'ai lu D'or et d'oreiller, dont on vous fera une comparaison pareil en janvier, puisque la fin d'année mine de rien arrive très vite. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà une longue vidéo à préparer, monter, tout ça, pour que vous l'ayez le jour de Noël ou le lendemain. J'espère que vous allez bien, vous avez fait de très belles lectures, que votre challenge du Pumpkin s'est bien passé. N'hésitez pas à venir en parler avec moi dans les commentaires. Pareil, s'il y a des livres que j'ai présentés, que j'ai lus, qui vous font envie ou que vous avez lus, venez en discuter avec moi, ça me fait toujours super plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.